On va commencer. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième webinaire de la saison sur le SEPD en profit du spectre de l'autisme. Je suis Samantha, coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Ma collègue Julia est également présente avec nous aujourd'hui. Nexus Santé est un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite enfance en santé soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons chaque année des webinaires et des balados et nous finançons des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet parenthèseon.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify et notre application. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook Informations et ressources en petite enfance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je me trouve pour ma part sur les territoires Haudenosaunee et Mohawk. Nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun et chacune dans nos espaces respectifs, mais il est important de se rappeler que chaque parcelle de cette terre a une histoire, et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui y ont prospéré depuis des millénaires. Cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur la richesse culturelle, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et aux cycles naturels nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive et une compréhension profonde et des actions concrètes. Alors, je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix et de nos perspectives, tout en honorant les fondations mêmes de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Merci. Merci beaucoup. Donc, avec cela, je vais passer la parole à ma collègue Julia qui va prendre la suite pour ce webinaire. Merci. Auditeurs qui sont ici aujourd'hui avec nous. Je m'appelle Julia, je suis consultante pour Petite Enfance en santé, mais plus important pour aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, donc 2 sont autistes et puis une a le profil SEPD. Juste pour partager un petit peu, quand ma fille a été diagnostiquée avec l'autisme, je pensais, bon, on a déjà un enfant autiste, on sait exactement quoi faire, mais toutes nos stratégies, toutes nos connaissances ne fonctionnaient vraiment pas pour elle. Et puis, c'était seulement quand j'avais trouvé un psychiatre qui spécialise dans l'autisme chez les filles, qui m'avait parlé de le profil SEPD, que on a pu comprendre plus comment fonctionne son cerveau et puis comment on peut travailler avec elle. Et comme c'est un profil qui n'est pas très bien connu, je veux vraiment encourager aux parents d'en apprendre pour les aider à mieux comprendre les besoins de leurs enfants. Et c'est pour ça que j'avais suggéré qu'on fait un deuxième webinaire sur ce sujet. Je suis très heureuse d'introduire nos intervenants aujourd'hui. En premier, Jessica Lamoureux, qui est maman de 2 enfants, dont un à la présentation SEPD et qui, comme moi, est ici pour répondre aux questions et pour aussi partager son expérience parentale. Et aussi à Bianca Latour, qui va présenter le webinaire aujourd'hui. Bianca est mère de 2 enfants neurodivergents, dont un avec le profil SEPD. Elle croit en l'importance de rencontrer les enfants là où ils sont pour favoriser la croissance et l'équilibre familial. Alors, bienvenue à vous deux et je vous remercie énormément d'être ici aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Je suis bien contente d'être encore invitée cette année pour la partie 2 du webinaire en SEPD en petite enfance. Aujourd'hui, on va principalement survoler les caractéristiques du SEPD et ses impacts dans la vie quotidienne. On va parler un petit peu aussi de stratégies et accommodations adaptées en milieu scolaire et en milieu de garde. Puis on va parler aussi d'outils concrets
pour créer un environnement plus sécurisant et inclusif pour ses enfants. Donc, en introduction rapide, on l'avait vu rapidement dans le webinaire précédent. Donc, le syndrome d'évitement pathologique des demandes, ou PDA en anglais, est un profil spécifique du trouble du spectre de l'autisme qui est caractérisé par un évitement extrême des demandes et attentes de la vie quotidienne. C'est un concept qui a été développé par Dr. Elizabeth Newson en Angleterre dans les années 1980 et qui est toujours en cours d'étude. Donc, les caractéristiques principales du SEPD, on parle d'évitement extrême des demandes. Donc, c'est vraiment un profil, OK, qui est conduit par l'anxiété. Donc, la personne ressent une anxiété intense face aux demandes, même les demandes anodines, puis elle va déployer diverses stratégies pour les éviter. Donc, la négociation, l'humour, les distractions, mais des fois aussi les crises. La personne a besoin beaucoup de contrôle. Puis par contrôle, c'est vraiment contrôler son environnement pour contrôler son anxiété. OK? C'est vraiment pas parce que la personne est de mauvaise foi, là, je tiens à le souligner. Donc, elle va avoir un grand besoin de contrôler son environnement, ses interactions avec les autres. Puis c'est vraiment pour réduire l'anxiété. C'est souvent aussi des personnes qui ont une apparence sociale en surface. Contrairement aux autres profils autistiques plus classiques, les personnes avec un profil SEPD peuvent sembler très, très sociales, mais c'est souvent une sociabilité très superficielle et un peu mal comprise. On parle aussi de variabilité émotionnelle intense, donc des réactions émotionnelles soudaines, imprévisibles, qui peuvent inclure des crises de colère, de l'angoisse ou des comportements plus explosifs. Il y a aussi l'utilisation de rôles, imagination, jeux de rôle, là, souvent pour éviter des demandes. Donc, il va avoir une tendance plus marquée à utiliser l'imagination, le jeu de rôle. Bon, j'ai marqué manipulation, mais c'est toujours dans un but là, anxiogène, là, pour éviter les demandes. De la difficulté avec l'autorité et les attentes sociales. Donc, l'école, le travail, relations sociales peuvent être parfois difficiles en raison du rejet des contraintes et des attentes qui sont imposées dans ces dernières. Et hypersensibilité et anxiété élevée, on parle d'une sensibilité accrue aux stimuli sensoriels. Donc, ça a un profil sensoriel très, très particulier, hein. Souvent, le SEPD, une anxiété constante qui peuvent aggraver également l'évitement des demandes. Donc, bien entendu, ça a plusieurs impacts sur la vie quotidienne. Donc, à l'école, on va parler de difficultés majeures avec les règles, consignes. Il peut y avoir des crises fréquentes, refus, opposition là, à faire les devoirs. Ça va souvent même au refus scolaire. Donc, l'enfant va refuser là, d'aller à l'école tout simplement. À la maison, ça va occasionner souvent des conflits familiaux. On a besoin d'adaptation constante, ce qui amène une fatigue intense là, à la maison là, de la part de la fratrie, les parents. Au travail aussi, ça peut avoir des impacts. Donc, on parle de difficulté à suivre et maintenir une hiérarchie. Donc, c'est un profil qui ne voit pas la hiérarchie là, comme nous, on l'aperçoit et on l'a appris dans la société. Difficulté à respecter les délais, donc ça peut conduire à une incapacité à maintenir un emploi stable. Donc, on voit souvent du monde qui vont être travailleurs autonomes là, avec ce profil-là. Ça peut également affecter les relations sociales en causant des malentendus fréquents, de l'isolement, conflit dû aux besoins de contrôle des interactions. Puis, dans la gestion du quotidien, ben, c'est difficile d'accomplir des tâches de base, là. Puis quand on parle de base, là, juste se nourrir, l'hygiène, tout ça,
peut être très difficile à accomplir, malheureusement. Donc, approche et stratégie d'accompagnement. Donc, on parle vraiment d'une approche basée sur la collaboration. Donc, formuler les demandes de manière indirecte et plus ludique. Offrir des choix, mais il faut faire attention, souvent on va dire d'offrir des faux choix, mais ça ne va pas fonctionner si on a une idée là, derrière la tête là, avec ce type de profil-là. Utiliser l'humour. Moi, ici à la maison, c'est un truc qui fonctionne beaucoup, beaucoup, l'humour. Réduction des exigences inutiles. Donc, on va apprendre à lâcher prise énormément avec ce type de profil-là. Identifier les priorités et réduire les demandes perçues comme trop contraignantes. On va utiliser aussi beaucoup les intérêts personnels de l'enfant, de la personne. On va encourager la coopération en intégrant les intérêts de la personne beaucoup. Un environnement structuré, hein, on veut un environnement quand même rassurant, mais très flexible. Donc, on offre une routine qui est rassurante sans être trop contraignante. Donc, on ne veut pas une rigidité extrême. Puis, bien sûr, on soutient émotionnellement, hein, un soutien émotionnel, puis la reconnaissance des besoins sensoriels qui sont souvent très particuliers pour aider à gérer l'anxiété et la surcharge sensorielle. Donc, en résumé, on dit que le syndrome d'évitement pathologique des demandes n'est pas encore officiellement reconnu dans tous les systèmes diagnostiques, notamment le DSM-5 hein, qu'on utilise ici. Mais il est de plus en plus étudié et pris en compte dans l'accompagnement des personnes autistes. Une reconnaissance précoce de ce profil-là et des adaptations adaptées permettent une meilleure qualité de vie pour la personne concernée et son entourage également. Donc, au niveau des stratégies et accommodations adaptées au milieu scolaire et de garde. Donc, les enfants qui présentent un profil SEPD ou PDA, on va souvent le trouver en anglais principalement, ont des besoins spécifiques en milieu scolaire et en service de garde. Ils peuvent et vont souvent rencontrer des difficultés importantes avec les règles, les attentes et l'autorité. Donc, ça va nécessiter des accommodations extrêmement flexibles et individualisées, propres à l'enfant. OK? Donc, on va parler d'approche relationnelle et de réduction de l'anxiété. Pour ce faire, on va établir une relation de confiance. Et ça peut prendre du temps, hein. On peut passer là, des mois, voire même une année à bâtir une relation de confiance. Donc, l'enfant doit se sentir en sécurité avec les adultes encadrants pour lui. Une approche chaleureuse, compréhensive est vraiment essentielle. On va éviter les confrontations directes. Les enfants avec ce type de profil réagissent très, très mal aux demandes autoritaires. Donc, il est toujours préférable d'adopter un ton défendu et collaboratif toujours. Puis, utiliser l'humour, distraction. On va des fois, si l'enfant n'est pas trop escaladé, arriver à désamorcer l'évitement puis réduire l'anxiété face à la tâche qui lui est demandée. Présentation des demandes de manière indirecte. Donc, on va donner des choix. Par exemple, tu veux commencer par les maths ou par le dessin, plutôt qu'une approche plus directive, comme fais tes exercices de maths maintenant. On va utiliser beaucoup de formulations ouvertes. Je me demande comment on pourrait ranger cet espace au lieu de range tes trucs, range tes affaires. On va vraiment diminuer le langage impératif pour favoriser le langage déclaratif. On va privilégier les suggestions, les questions et les indications plus ludiques. Donc, j'insiste vraiment sur le langage déclaratif. Donc, on peut trouver des formations, notamment sur le langage déclaratif, qui peuvent être assez intéressantes là, à explorer si on a un enfant avec ce type de profil.
La flexibilité dans la structure et la routine. Donc, on établit une routine prévisible, mais on laisse la place pour qu'elle soit adaptable vraiment en tout temps. Trop de rigidité va générer beaucoup d'anxiété, puis on va voir l'anxiété se traduire vraiment en opposition, tandis que de rester souple et que l'enfant, sans qu'on reste souple, ben, va réduire l'anxiété là, de façon notable. On permet des pauses fréquentes, OK, beaucoup de pauses sensorielles selon les besoins sensoriels de l'enfant. Donc, les enfants SEPD ont besoin de moments sans pression pour se réguler. On offre un espace refuge, donc ça peut être un coin calme où l'enfant peut aller s'apaiser en cas de surcharge sensorielle ou émotionnelle. Certains enfants vont avoir un profil sensoriel différent. Juste là, j'ai inscrit un coin calme, mais ça pourrait être un coin vraiment où l'enfant peut se défouler là, un petit peu plus, là, sauter, glisser, courir. Je C'est pas tous les enfants qui vont avoir besoin de calme pour se régulariser, en fait, là. On a souvent cette croyance-là, mais certains vont avoir besoin de plus d'activité vestibulaire. Donc, aménagement des apprentissages et des activités. Donc, on va adapter les attentes académiques. L'enfant pourrait avoir besoin de support visuel, donc ça pourrait être des scénarios sociaux, pictogrammes en routine, des trucs comme ça, temps supplémentaire, une charge de travail réduite. On peut proposer des approches plus ludiques, créatives. L'apprentissage doit toujours rester motivant et attractif. Donc, on peut utiliser jeux de rôle, des défis, interaction avec les intérêts de l'enfant. Il faut être vraiment très, très créatif. Encourager la participation sans forcer. L'enfant doit sentir qu'il a le contrôle, en fait, de certaines décisions pour éviter l'opposition automatique. Donc, au niveau de la gestion des comportements et des désorganisations, c'est important de ne pas punir ni contraindre. L'enfant SEPD ne réagit pas bien aux sanctions traditionnelles. Donc, une approche basée sur la compréhension des émotions et de ses propres besoins est toujours préférable. Anticiper et prévenir les crises. Donc, il faut apprendre à identifier les signes avant-coureurs. Et là, ça peut être extrêmement subtil, hein, ces signes-là. Ça peut être un petit changement de voix, changement de ton, une agitation. Moi, si je parle de mon enfant, elle va bouger ses mains comme ça. Donc, je le vois que ça s'en vient là, quand elle fait ça. Donc, agitation, évitement, frustration, puis ça va nous permettre d'interagir en amont. On peut offrir des alternatives pour l'autorégulation, donc accès à des objets sensoriels, dessins, musique, coin calme, etc. Et éviter l'escalade des conflits. Si l'enfant refuse une activité proposée, ça ne sert à rien d'insister, il est déjà dans le refus. On offre une alternative au lieu d'insister. Donc, collaboration avec les parents et les professionnels. Donc, écoutez les parents, s'il vous plaît, ils connaissent leur enfant. Ils connaissent aussi les déclencheurs et les stratégies qui fonctionnent avec les parents. Mettre en place un plan d'intervention personnalisé, incluant des adaptations spécifiques aux besoins de l'enfant et former le personnel scolaire et de garde. Euh, il y a beaucoup d'enseignants, d'éducateurs, professionnels de la santé également qui connaissent très peu le SEPD, d'où l'importance de la sensibilisation et j'ajouterais de l'éducation également. Donc, en résumé, l'accompagnement des enfants avec ce profil en milieu scolaire et en service de garde doit être basé sur la flexibilité et la réduction des demandes perçues comme contraignantes. Une approche relationnelle va définitivement être plus sécurisante. Il est également essentiel de privilégier la collaboration, l'adaptation et l'anticipation des difficultés pour favoriser un environnement éducatif plus apaisé et inclusif. Donc, des outils concrets pour créer un environnement plus sécurisant, inclusif et propice au bien-être des enfants. Donc, c'est sûr que le but ultime est toujours de créer un environnement sécurisant, inclusif, neuroaffirmatif pour les enfants autistes.
incluant ceux avec un profil SEPD. Donc, ça nécessite des outils qui respectent leur fonctionnement neurologique et leurs besoins individuels. Un cadre neuroaffirmatif reconnaît l'autisme comme une variation naturelle de la diversité humaine et vise à réduire les sources de stress plutôt qu'à forcer l'enfant à s'adapter à un modèle neurotypique. Donc, j'insiste vraiment sur un cadre neuroaffirmatif et reconnaître les différences. Et je vois beaucoup aussi de professionnels là, dans le milieu éducatif qui ont comme peur un peu de parler de la neurodivergence ou ils ne veulent pas pointer l'enfant autiste sans pointer et nommer l'enfant autiste. C'est intéressant, s'il y en a un dans une classe, d'avoir des ressources et de parler de différences et de neurodivergence à la classe entière. Ça fait juste du bien à tout le monde. Donc, des outils pour un environnement plus sécurisant et prévisible. Donc, on parle d'aménagement possible, lumière tamisée, bruit limité, casque anti-bruit autorisé et disponible, un coin refuge accessible sans permission, donc que l'enfant peut voir facilement, espace calme ou sensoriellement apaisant, où l'enfant peut se retirer sans avoir à demander. On peut inclure des coussins, une tente, un coin lecture, des outils sensoriels, un planning visuel et flexible. Donc, on peut utiliser un emploi du temps avec des pictogrammes, photos, mais adaptables selon l'énergie de l'enfant. Donc, on peut lui dire, exemple, aujourd'hui, on commence par une activité choisie par toi. Et si c'est trop difficile pour l'enfant avec les repères visuels, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on ne force pas un enfant à parler, hein. Des fois, ça peut être beaucoup. Il peut pointer là, sur l'outil visuel. Donc, ça peut être intéressant à toujours garder. Des cartes pause, des cartes stop. On peut donner à l'enfant une carte qu'il peut utiliser en cas de besoin, s'il a besoin d'une pause. Donc, moi, mon enfant traîne toujours, par exemple, un carton vert, un carton jaune, puis un carton rouge. Mon enfant fait du mutisme situationnel, puis des fois, me montre là, la couleur. Ça veut dire, OK, là, arrête, c'est assez. Donc, c'est notre repère sans mots. Réduction de la surcharge sensorielle, donc un espace moins encombré. Des transitions douces, anticipées et prévisibles, donc prévenir l'enfant avant un changement. On peut également utiliser un minuteur visuel ou auditif. Des outils pour un cadre inclusif basé sur l'autodétermination. Donc, on parle de tableaux de choix et alternatives. Donc, on peut offrir des options au lieu d'ordre. Donc, tu préfères écrire avec un crayon ou taper sur un clavier. On commence par les maths ou par la lecture. Un système de régulation sensorielle. On permet l'accès libre aux objets de confort et d'autorégulation en tout temps. L'enfant a une possibilité de bouger, balle de yoga, élastique sous la chaise. Des méthodes alternatives d'apprentissage également. Donc, on peut adapter la pédagogie en fonction des forces de l'enfant et de ses intérêts également. Exemple, utiliser les dinosaures pour enseigner les maths, des cours en plus petits groupes ou individuels, autoriser les adaptations sensorielles. Donc, l'enfant peut lire, allonger, écrire avec des couleurs. Donc, on n'apprend pas juste les jambes croisées, assis sans bouger. On apprend même avec le corps en mouvement. Donc, au niveau de la communication, des méthodes de communication alternatives et validantes, reconnaître que tout mode de communication est valide. On ne force jamais le contact visuel également. Des encouragements authentiques et non conditionnels. Dire je m'aime avec toi plutôt que bravo, tu as fait ce que je voulais. Puis le soutien à l'estime de soi basé sur la neuroaffirmation. Donc, expliquer que leurs besoins ne sont pas des caprices, mais une partie naturelle de leur fonctionnement. Exemple, tu n'aimes pas le bruit fort et c'est OK. On va voir comment on peut adapter ça. Puis on peut le faire de façon collaborative avec l'enfant toujours, pour l'impliquer là, dans le choix et les décisions. Donc, des outils pour inclure et sensibiliser les autres enfants et adultes. Donc, mettre à portée des livres, des affiches sur la neurodiversité,
mettre à disposition des livres qui expliquent l'autisme et la diversité neurologique sans stigmatisation, des jeux coopératifs au lieu de compétitifs, favoriser les activités de groupe qui ne mettent pas de pression, formation du personnel éducatif, sensibiliser aux besoins des enfants neurodivergents sans chercher à les normaliser et la valorisation des intérêts spécifiques. Encourager les autres enfants à voir les intérêts spécifiques comme des forces et non comme des obsessions. Donc, en résumé, un environnement sécurisant, inclusif et neuroaffirmatif repose sur l'adaptation, la flexibilité et la reconnaissance des besoins uniques de chaque enfant. Il s'agit d'offrir un cadre qui réduit la pression sociale, encourage l'autorégulation et respecte la diversité neurologique. L'objectif n'est pas de forcer l'enfant à s'intégrer, mais de créer un espace où il peut s'épanouir selon ses propres besoins et ses forces. Je trouve, chaque fois que je parle avec toi, j'apprends quelque chose de nouveau, même si je pense, j'ai lu tous les livres, j'ai lu tous les articles qu'il y a sur ce sujet. C'est vraiment, c'est éducatif et c'est aussi affirmant pour moi comme parent. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup. On a quelques questions pour commencer et puis on a des autres questions dans le chat. La première question j'avais, c'est que quelqu'un avait demandé s'il y a une dynamique fratrie difficile. La Mhm. personne avait dit l'écart d'âge, c'est de 8 ans. 3 et 11 ans. Est-ce qu'on a des conseils? On a nous trois, on a des autres enfants aussi. Alors, si on peut tous donner nos conseils sur ça. Oui, absolument. En fait, c'est de, bon, c'est reconnaître puis valider aussi. L'enfant SEPD va souvent prendre beaucoup, beaucoup de place au sein d'une famille. Ça peut être vraiment très difficile pour la fratrie. Je pense que c'est important là, de reconnaître et valider également les besoins et le senti là, de l'autre enfant. Euh, que chaque enfant ait chacun leur espace, leur objet, possibilité de s'isoler. Euh, Si possible, faire des activités individuelles avec chaque enfant. Moi, c'est sûr, mes enfants ont quand même un 16 ans d'écart. Donc, mon enfant aîné, quand ça devenait trop difficile, pouvait se retirer là, d'elle-même. Mais c'est vraiment, à mon avis, là, de valider parce que c'est en effet très, très, très difficile pour l'autre enfant. Euh, Pas négliger les besoins de l'autre enfant. Aussi, peut-être que l'autre enfant va avoir besoin, voire même de thérapie, même si ce n'est pas lui l'enfant neurodivergent. Euh, Certains enfants avec ce type de profil-là peuvent être assez, des fois, explosifs à la maison. Donc, toujours valider, s'assurer, euh, garder un environnement sécuritaire pour tous aussi, c'est super important, je pense. Je t'entends pas, je sais pas si tu me parlais à moi. Justement, si tu avais quelque chose à rajouter. Ben moi, les miens, en fait, ont seulement 1 an d'écart. Fait que c'est une dynamique un peu différente. Mais comme Bianca a dit, ce qui est le plus important, c'est que chacun a son espace. Les miens ont presque tout en double. Donc, je force pas le partage. Chacun a ses choses. Puis, ils sont capables, à ce moment-là, de se respecter là-dedans. Mais oui, de valider les sentiments de l'enfant qui n'est pas atteint du profil SEPD, c'est aussi très important parce que c'est pas toujours évident pour eux. Je vais ajouter aussi que, comme tes enfants, Jessica, mes enfants sont vraiment proches en âge. Une chose qu'on fait, on essaie de faire au moins 1 fois par mois, on a une petite sortie juste un par un avec un des enfants et puis un parent. Et puis, c'est pas quelque chose qui coûte cher. On va juste faire une randonnée quelque part ou sortir, aller prendre un chocolat chaud quelque part comme ça. Mais juste d'avoir quelques heures avec un parent qui, le focus, c'est sur
un des enfants. Je pense que c'est vraiment important pour tous les enfants, même s'il n'y a pas d'enfants avec l'autisme ou quelque chose comme ça, mais de reconnaître que on comprend que des fois c'est difficile d'avoir un frère ou une sœur qui a ces, ce type qui est neurodivergent, mais on apprécie l'autre ou les autres enfants, et puis on reconnaît que des fois ils doivent faire des choses que pour leurs amis, ils ne doivent pas penser de ça. Hum, je, quand je suis devenue parent, je pensais pas que mon enfant plus âgé doit calmer sa petite sœur quand elle a une grosse crise de colère, et puis des fois, c'est lui qui est le seul qui peut lui calmer. Et je sais, dans mon cas, je pense que c'est pas juste de faire ça. Alors, juste reconnaître quand ils font des choses qu'on apprécie tellement, et puis ils sont eux-mêmes beaucoup, beaucoup, très, très aimés. Je pense que c'est vraiment important, ça aussi. Bon, une autre question. Euh, on a parlé un petit peu de l'éducation, de l'école, de la garderie. Je me demandais si, Jessica, si tu veux commencer avec ça, ton expérience avec l'école à la maison, si tu veux en parler un petit peu. Oui, moi, mes enfants sont rendus un petit peu plus vieux maintenant. Ils ont 10 et 11 ans. Puis, à l'âge de la maternelle, c'est sûr que mon garçon n'aurait pas pu fonctionner à la maternelle. On a fait le choix de faire l'école à la maison. Il n'était pas diagnostiqué SEPD à ce moment-là, puis on a dû apprendre à fonctionner avec ce profil-là après avoir commencé l'école. Fait que ça a été comme un début difficile, mais je voulais vraiment donner espoir aux parents que ça devient de plus en plus facile quand on s'adapte à nos enfants. Donc, j'ai dû prendre un chemin vraiment pas traditionnel, suivre ses intérêts, adapter l'école sur un timeline, de ne pas le faire exactement comme le programme le dit, mais de faire des choses qui étaient plus avancées dans ses intérêts, puis de prendre plus de temps pour les choses qui étaient plus difficiles. Mais à l'âge de 10 ans, maintenant, il est habitué de collaborer, il est capable de comprendre le programme, où il veut aller, ses buts dans la vie, puis ça devient de plus en plus facile, je dirais, à chaque année. Tant qu'on reste avec l'idée de s'adapter à leurs besoins et à leurs intérêts. Bianca, est-ce que tu veux ajouter? Donc oui, on fait également l'école à la maison. Mon enfant, malheureusement, ne fonctionne pas ou ne fonctionnerait pas pour l'instant, je ne ferme pas la porte pour toujours, en milieu scolaire. Donc moi, j'ai opté pour des cours en ligne. Donc elle a 4 jours, 4 matins de cours en ligne. C'est pas facile, c'est la guerre souvent chaque matin. Euh, je, je pense que l'opposition vient de son SEPD, en fait, parce qu'elle le sait à chaque matin, elle va chialer avant de s'installer devant l'ordi, mais elle s'installe quand même. Donc, ça fait comme partie de notre routine. C'est sûr que c'est pas facile. Euh, il faut vraiment, vraiment s'adapter aux besoins des enfants. Vu qu'on a opté pour les cours en ligne, c'est sûr qu'il y a quand même une structure qui est un petit peu plus rigide que le monde qui a vraiment plus pour du homeschooling ou des trucs comme ça. Euh, mais je vois vraiment une belle amélioration, somme toute, et je vois un gros, gros, gros changement comparativement quand j'essayais là, de la pousser dans un cadre plus régulier. Moi aussi, on est trois pour trois Ouais. qui font l'éducation à la maison. Et puis, euh, je pense que ce que tu avais dit durant la présentation, c'était exactement ce qui est besoin ce qui est nécessaire pour les enfants SEPD, qu'on ne peut pas pousser. Parce que quand on
pouce, c'est comme un mur qui descend. Je ne vais pas faire ça, mais si on offre des choix, et puis comme toi aussi, ma fille, et des fois, elle ne veut pas parler. Alors, ce que j'avais fait quand elle était petite, qui a aidé beaucoup, je pense, j'avais des petits dessins, j'avais trouvé sur Etsy, c'était pas cher, comme 3 piastres pour beaucoup de petits dessins on fait de la lecture, on fait le dessin, on fait l'histoire, on fait quoi que ce soit. Et puis, elle pouvait choisir quoi mettre pour cette journée. Et juste avoir juste les choix, l'autonomie, je pense que ça aide beaucoup. Je sais que c'est pas facile de faire ça dans une école comme traditionnelle, mais si on peut au moins quand ils sont assez petits, donner des choix comme ça, ça aide beaucoup pour accepter que il y a des choses qu'on doit faire dans la vie et puis on a des choix quand même dans ces choses qu'on doit faire. Bon, une autre question qu'on avait reçue avant le webinaire. Comment établir le profil de ce cas, surtout lorsque l'enfant est né prématuré et ne parle pas encore tout à fait? Euh, je vais commencer avec ça. Je sais, chaque enfant est vraiment différent. Euh, pour mon fils, qui est autiste, mais pas SEPD, il a été diagnostiqué quand il avait juste avant 3 ans, et puis le psychiatre avait dit que c'est assez rare d'avoir un diagnostic avant l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Euh, mais trouver un psychiatre, un médecin, quelqu'un qui spécialise dans l'autisme, qui reconnaît les difficultés médicaux qu'un enfant a peut-être reçues, qui comprend qu'il y a des délais de développement, des retards de développement pour les enfants prématurés des fois, et puis de voir comme je ne sais pas comment c'est pour tout le monde, mais pour mon fils, le processus de diagnostic, ça a pris comme 2, 3 mois. On a vu le psychiatre une fois juste les parents, 2 fois avec lui, et puis une autre fois avec juste les parents. Alors, de voir l'enfant de plusieurs fois pour être certain que ce qu'on voit, c'est vraiment l'autisme. Ce qu'on voit, c'est peut-être vraiment le SEPD aussi. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter d'autres choses à ça. Oui, en fait, moi aussi, mon enfant a été diagnostiqué avant 3 ans. Ça s'est fait là, sur quelques mois, même un 6 mois, là, si c'est pas plus, là. Euh, elle a eu son diagnostic d'autisme à ce moment-là. Puis à ce moment-là, le docteur m'avait dit, écoute, connais-tu le profil PDA? J'ai dit non. Puis bon, je me suis mis à faire des recherches. Puis c'était très textbook hein, chez mon enfant. Toutes les. On va reconnaître, là, bon, c'est sûr, l'évitement extrême des demandes, mais tu sais, un profil sensoriel très, très particulier, stratégie sociale pour éviter les demandes. Là. Tu sais, moi, mon enfant allait faire semblant que c'était un chat. Si je disais, viens, on va apporter encore des couches là, à l'époque. Puis elle ne parlait pas. C'est sûr, je ne peux pas parler pour les enfants prématurés, puis je ne pourrais pas dire s'il y a un lien ou quoi que ce soit. C'est plus d'un point de vue médical, peut-être demander à un médecin. Mais oui, c'est comme ça là, que j'ai pu là, déterminer là, très tôt. Donc, je pense que la question, c'était vraiment comment reconnaître ce profil-là chez très jeune. Donc, c'est ça, vraiment là, l'évitement des demandes, mais pour tout, les petits trucs de la vie, s'asseoir, manger. Les transitions sont souvent très, très, très difficiles là, également. Puis quand on parle de transition, je vais juste mettre un. Le monde pense qu'on parle de sortie de l'école à la maison, des grosses transitions, mais la transition, c'est aussi du sommeil à l'éveil, de l'éveil au sommeil. Donc, c'est souvent des enfants qui vont avoir beaucoup, beaucoup de misère avec les transitions, qui ont un besoin de contrôle très élevé dans les jeux. Puis on va remarquer aussi souvent qu'on choisit une personne qui va devenir leur co-régulateur, puis ils demandent souvent l'attention non divisée de cette personne-là. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne façon là, de reconnaître ça. Là. Ils vont comme se souder à une personne. Il y a beaucoup de co-régulation aussi.
Bon, c'est rien de scientifique, mais j'ai remarqué que beaucoup vont faire du cododo avec les enfants SEPD parce qu'il y a beaucoup de co-régulation qui va se passer pendant la nuit. Donc, c'est tous des petits signes là, qui peuvent nous permettre de voir si notre enfant est autiste, bien sûr, qui pourrait avoir un profil SEPD. Chose? Est-ce que tu m'as parlé à moi? Est-ce que ça coupe Oui. quand tu Ça penses coupe un peu, Pardon? oui. Oh, je m'excuse. Je vais juste demander si tu voulais rajouter quelque chose. Non, en fait, ce que moi j'allais dire, c'est justement ce que Bianca a fini avec la co-régulation. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les enfants qui sont éventuellement diagnostiqués ont un grand besoin de co-régulation. Un bébé a besoin de co-régulation presque en tout temps. Puis on dirait que ça se termine pas nécessairement avec les enfants SEPD. Ils restent avec un grand besoin de co-régulation à 5, 6, des fois 7 ans. Puis ce Ouais. que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont plus d'autorégulation plus vieux. Mettons, à l'âge de mes enfants, là, ça va mieux, mais c'est très distinct de ce que je vois dans les enfants SEPD. Bonne question. Euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, j'essaie de le phraser bien. Comment est-ce qu'on peut survivre le jugement des autres? C'est quelque chose que je pense qu'on a tous vécu, que on est au supermarché, on est au parc quelque part, et puis notre enfant a une crise, et puis un meltdown, et le jugement des autres parents, le sentiment que tout le monde pense que je suis la pire mère dans le monde. Qu'est-ce que vous faites pour survivre ça? Oui, c'est très, très, très difficile. Euh, Moi, je parle beaucoup, tu sais, je parle souvent là, du concept là, d'acceptance radicale. Puis je pense que ça, c'est un concept extrêmement important pour arriver là, à faire fi un petit peu là, du regard des autres. Euh, Moi, tu sais, comme, ça m'arrive quand même assez souvent avec mon enfant. Puis je me répète là, tout le temps, she's having a hard time. Elle a un moment difficile. Donc, je me répète ça en boucle dans la tête. Je me répète aussi en boucle, les enfants agissent bien quand ils sont capables de bien agir. Donc, ça m'aide à garder le focus sur mon enfant également. Euh, J'essaye toujours aussi de rester le plus calme possible pour modeler. C'est sûr que tu sais, j'ai déjà vu des trucs vraiment inappropriés là, d'adultes durant un meltdown de mon enfant, comme quelqu'un qui veut filmer ou tout ça. Moi, si mon focus devient à aller crier sur la personne qui veut filmer mon enfant, ben là, je modèle un comportement inadéquat devant mon enfant. Donc, ça prend énormément de contrôle de soi. Euh, donc, respirer puis surfer la vague, hein. Il n'y a rien à faire quand un coup que le meltdown est commencé. Il n'y a rien à faire. Attendre, accompagner, puis rendre le lieu sécuritaire pour le monde autour, pour notre enfant et pour nous-mêmes. C'est la seule chose qu'on peut faire vraiment. Oui, moi aussi, c'est un peu la même chose. J'ai appris à me répéter justement, il fait le mieux qu'il peut. Euh, des fois, si ça empire pas, je peux le dire à voix haute à mon enfant, ah oui, c'est difficile ou tu sais, tu vis un moment difficile, mais des fois, même juste faire ça, puis je pense que je le dis plus pour les gens autour que pour mon enfant, mais des fois, Ouais. ça fait juste aggraver la situation aussi quand on parle à notre enfant. Fait que je fais ça quand je vois que ça va aider et non nuire à la situation. Ou même si mon enfant est en meltdown, puis j'ai pas l'impression que d'être proche va aider. Des fois, je parle aux gens autour, je vais leur dire, il y a juste, il vit un moment difficile, tu sais, puis les gens semblent euh, moins, tu sais, ils semblent porter à plus continuer leur chemin si on se tourne puis on dit ça de façon calme, là, si je vois que ça va pas briser, mettons, la co-régulation avec mon enfant. Ça dépend dans quel stade il serait, là. Et puis,
Vous avez raison, les deux, que de se garder calme, c'est, je pense, le plus important parce que nos enfants nous regardent quand ils sont en crise. Et puis, si on reste calme, ça aide beaucoup, je pense, pour nos enfants aussi. Euh, et puis, des fois, on doit retourner à l'auto et puis on pleure aussi, au moins moi, ça m'arrive que moi, je pleure aussi. Mais d'être calme dans le moment, de être capable de être là pour nos enfants, c'est vraiment le plus important qu'on peut faire. Euh, bon, alors, c'est toutes les questions que j'avais reçues. Euh, je pense que Samantha... Oh, ah non, attends, une question dans le chat, juste arrivée. Pouvez-vous élaborer un peu plus à propos des particularités sensorielles d'un enfant avec ce profil? Qui veut commencer? Oui, ben, écoutez, chaque enfant est très, très, très différent. Euh, Tu sais, moi, je remarque, là, si je parle de chez nous, la nourriture est très, très, très difficile, les textures. euh, c'est un enfant là, qui a besoin beaucoup d'input vestibulaire, sauter, grimper, s'accrocher. Euh, les collisions, hein, se laisser tomber. Donc, ouais, plus que les trucs sensoriels calmes, hein. Moi, mon enfant va revenir au calme, pas nécessairement. Puis j'ai tout acheté, hein, moi, chez nous, une fois, tu sais, une tente, blackout tent, avec les lumières, tout ça. Elle n'est jamais allée dedans, là. Je pense qu'elle est allée voir de quoi ça a l'air, mais c'est pas ça, elle, son besoin sensoriel. Puis, souvent, ça va clasher un peu, hein, parce que le monde va dire, ben là, si tu veux la calmer, baisse les lumières, puis lis une histoire, puis non, elle, c'est pas ça son besoin sensoriel. Puis souvent, elle va le nommer, tu sais, elle va dire, j'ai besoin d'aller me balancer, ou... donc souvent, c'est vraiment écouter, hein, ils vont nous le dire un petit peu ce dont ils ont besoin. Mais moi, je trouve que c'est souvent des besoins sensoriels plus actifs chez l'enfant SEPD. Euh, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques sensorielles là, au niveau de l'alimentation, souvent. Chose pour ma fille aussi. Elle a besoin, elle ne veut pas se calmer. Elle a besoin de comme lâcher les émotions. Alors, ce qu'on avait acheté, c'est comme des petits matelas qu'on ferait pour que le gymnastique, Ouais. mais c'est juste à IKEA, c'était pas cher. Mais elle veut se lancer contre ça. Elle veut frapper ça. Et puis, j'ai décidé d'essayer ça parce que elle, quand elle a un besoin de quoi que ce soit. Je trouvais elle se battait, elle frappait les choses. Alors, on peut mettre cette énergie quelque part où ça ne va pas te faire mal, ça ne va pas faire mal à personne d'autre. On a aussi, dans notre sous-sol, on a je pense qu'on dit un punching bag, tous les enfants utilisent ça, c'est bon pour tout le monde, mais c'est vraiment bien que si on peut rediriger l'anxiété, quoi que ce soit, dans cette manière qu'ils demandent, c'est très important. Euh, Trampoline aussi. Quand elle était petite, on avait un petit trampoline dans la maison, juste avec une petite barre. Elle pouvait Oui. sauter, sauter, sauter. Ça a aidé beaucoup, beaucoup. Oh, vas-y, Jessica. Oui, oui. Ben oui, toutes les choses que tu dis, ça fonctionne ici aussi. Nous, on avait vu une ergo qui avait été vraiment géniale, puis elle avait ciblé que mon garçon aime beaucoup lever des choses lourdes. Fait qu'on a un gros ballon lourd, puis maintenant, il est rendu plus fort, fait qu'il lève plein de choses, mais lever des choses, on a une barre de gymnastique qu'on a achetée, puis on a mis dans la cuisine pour qu'il puisse aller à l'envers. C'était un autre de ses points à l'ergo. Puis se balancer, la trampoline, toutes ces choses-là aussi. Puis, je connais un autre enfant qui était exactement comme le mien, puis il aime le froid. Puis, je connais plusieurs enfants autistes. Je ne sais pas si c'est caractéristique seulement du SEPD ou pas, mais
Il aime aller dans le froid, aller nu-pieds dehors dans le froid. Il porte des shorts même l'hiver, mais il va mettre des pantalons de neige par-dessus. Mais on dirait que le froid l'aide aussi à se régulariser. Euh, Il y a une corrélation réelle entre le foie et la régularisation, là. Une ergo m'avait déjà expliqué tout le derrière scientifique que je ne pourrais pas vous expliquer, mais il y a une réelle corrélation scientifique avec la régularisation et le froid. Mon enfant aussi, c'était même problématique à quel point il aimait le froid là, en très jeune âge, là, parce qu'on parle de bains qui refusaient même une goutte d'eau chaude. Donc, ça peut occasionner des engelures et d'autres problématiques. Là. Mais avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment un moyen d'autorégulation euh, qu'elle demandait à une époque où elle ne parlait pas du tout, en fait. Ouais. Euh, bon, on est presque à la fin de notre temps et puis à la fin de nos questions aussi. Euh, je vous remercie encore une fois énormément. Samantha vient de lancer le questionnaire pour la fin du webinaire. Si vous pouvez répondre. Mais merci beaucoup à vous deux de partager vos connaissances, vos expériences. Euh, et puis, j'espère que ça aide à nos auditeurs qu'ils se sentent moins seuls, ils se sentent qu'il y a des raisons pour les choses qu'ils pensent peut-être que pourquoi ça s'arrive comme ça chez nous. Et aussi que nos enfants ne sont pas brisés. Il y a pas, ils sont pas des enfants problématiques, ils sont des enfants avec un cerveau différent que notre monde est préparé pour, mais on peut travailler avec eux pour leur garder confort et puis être les avocats pour eux aussi. Absolument. Et merci beaucoup, Bianca, Jessica et Julia. Ça Et fait bonne plaisir. journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.